Monsieur le Carpentier, je le sais que tu m'écoutes, Jonathan. Essaye-toi pas, là, va-t'en pas. Hein? Tu as le spotlight sur toi. Merci vraiment pour ces beaux cadeaux-là, ces jeux qui ne sont pas disponibles ici au Québec, mais que tu t'es donné la peine, tu t'es donné, tu m'as généreusement offert et je suis super reconnaissant. Pour vrai, c'est vraiment un cadeau qui vient du cœur, puis je le sais que c'est fait avec joie, avec plaisir et surtout de façon altruiste. Merci vraiment, Jonathan. Et pour les autres, ben, bienvenue dans mon coin de neuf. Hein? Let's roll, ça roule, let's roll. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes tambours parapapam-pam, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon coin neuf du mois de mars 2021, j'espère que vous allez y trouver une petite parcelle de bonheur parce que j'ai plein de belles choses à vous raconter, vous partager. Puis ben ça se peut que la vidéo soit longue et ça se peut que ben c'est pas tout ce que je vais dire qui va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller voir en fait là, dans la bande défilante, là, vous allez avoir différents chapitres et sinon ben, dans la description, vous aurez toujours des timestamps, des marqueurs de temps qui vous indiqueront en fait de quoi je vais parler et à quel moment j'en parle. Mais sinon, c'est ça, j'ai vraiment plein de choses à vous dire. Ça va être un gros quoi de neuf avec plein de discussions. Si vous avez envie de partager, de partager votre opinion par rapport à quelque chose que je dis, laissez votre opinion dans les commentaires. Je vais répondre, c'est sûr et certain. Mais sinon, on y va avec les jeux que j'ai joués. Et ensuite de ça, ce que j'ai produit sur la chaîne et je vais faire d'autres blablabla là, par-ci par-là. Vous irez voir ce qui vous tente là-dedans. Enfin bref, donc je veux commencer en fait avec un jeu que j'ai joué en ligne, un 18XX qui se nomme 1849 de Sicilian Railways qui nous plonge en fait en 1849 où est-ce qu'on avait cette espèce de construction-là en Sicile de chemin de fer. Et j'ai joué à ce jeu-là sur 18xx.games. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec les jeux 18xx, en fait, très 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 brièvement, c'est un jeu de train. Encore un jeu de train, ben oui. Mais ça, c'est des vieux jeux, hein, des jeux qui ont commencé dans les années 70 et qui continuent à faire leur marque malgré tout. Ce sont des jeux qui sont longs habituellement où est-ce qu'on va gérer un portefeuille de différentes actions provenant de compagnies ferroviaires. Et le but, en fait, c'est de faire prospérer ce portefeuille-là. Donc, c'est pas nécessairement, oui, on veut faire prospérer les compagnies qui nous appartiennent, mais aussi on veut un peu aller bénéficier de ce que les autres vont faire en allant acheter des parts dans leur compagnie à eux. Le jeu se passe grosso modo sur deux phases. La première phase, c'est la phase d'achat des parts. Donc, on peut débuter des nouvelles compagnies. On peut vendre des parts dans une compagnie pour faire diminuer la valeur de celle-ci. On peut aussi, en fait, continuer à acheter des parts dans une certaine compagnie. Et bien, la deuxième phase du jeu, c'est une phase d'opération où est-ce que chaque joueur propriétaire d'une compagnie va faire, en fait, une espèce de ride de train. Hein. Il va faire une run, il va faire un chemin, en fait, dans toute cette espèce de grosse carte-là qui nous est offerte. On va installer des tuiles pour construire des chemins ferroviaires et le but, en fait, c'est de créer cette belle run-là, hein, ce beau chemin-là qui va nous donner plein de points, plein d'argent, en fait, dépendamment de la valeur des villes dans lesquelles on passe. Puis, en fait, ça continue comme ça. Hein. C'est des jeux qui sont parfois violents parce que ça se peut que on fasse banqueroute pendant la partie. Ça se peut aussi que des fois, les joueurs fassent diminuer drastiquement la valeur de notre portefeuille en vendant des parts d'une certaine compagnie. Ça se peut aussi qu'on puisse faire ces choses-là. Bref, c'est assez particulier comme univers et chaque jeu a principalement ce genre de fonctionnement-là. Et 1849, comme je l'ai dit, nous envoie en Sicile et on vit un petit peu cette situation-là. Il y a une portion aussi historique reliée à un tremblement de terre qui est arrivé dans cette section de l'Italie à cette époque-là. Mais sinon, le jeu est très, très, très violent pour ceux qui sont plus familiers avec le style. Si vous n'avez pas essayé 1849, là, attendez-vous à vous faire barouetter. Hein, c'est très virevoltant. On va d'un bord puis de l'autre.
Les joueurs peuvent jouer de façon très agressive pour obtenir des trains de plus en plus forts. On peut aussi tout simplement décider de laisser tomber une compagnie et cette compagnie-là commence à perdre la valeur complètement pour débuter une nouvelle compagnie avec une part plus chère au départ. Donc, c'est vraiment un jeu là qu'il faut être à l'affût de ce que les autres vont faire et surtout, il faut être capable de prendre des initiatives qui, au bon temps, au bon moment dans le jeu, c'est ça qui est vraiment, vraiment le plus difficile et en même temps, c'est ça qui est le plus intéressant, je crois, parce qu'il faut vraiment être très, très, très conscient des impacts que l'on va, des impacts que nos décisions ont sur les autres, mais aussi sur soi-même et vice-versa. Donc, c'est un superbe 18xx. Je l'apprécie beaucoup. Plus j'y joue, plus je trouve que le jeu est intéressant. Ceci étant dit, ben, malheureusement, un de nos amis, on a joué 2 parties et il a fait banqueroute à 2 reprises alors que ça ne nous était pas vraiment arrivé dans d'autres 18xx vraiment. Là, ça nous est arrivé peut-être 1 ou 2 fois. Malgré dans toutes nos vingtaines de parties qu'on a jouées en ligne. Mais là, c'est la première fois que ça arrive 2 fois de suite après 2 parties. C'est 18-49. C'est rough, mais c'est la vie qui se passe en Sicile. Que voulez-vous? Donc, si ça vous intéresse davantage, d'ailleurs, de vous exposer à ce style-là 18xx, je pense que le site internet 18xx.games le fait de façon magistrale. C'est super bien fait. L'application n'est pas nécessairement esthétique, mais elle est très fonctionnelle et c'est facile de s'y retrouver quand on connaît les règles de base et après ça, on peut partir. Il y a des petits détails ici et là qu'il faut aller voir dans le manuel des règles. Les règles habituellement sont toujours disponibles en ligne, en fait, sur Board Game Geek. Mais si ça vous intéresse, faites-moi signe, puis je pourrais essayer de faire une vidéo au moins sur un des jeux, le 1846. Mais sinon, j'attends d'être en présence d'un de mes amis avec qui je joue pour être capable de faire une belle grosse vidéo sur les 18xx. Ça va être malade. Faut juste, c'est ça, passer le temps puis attendre qu'on puisse se voir. Pendant qu'on ne se voit pas, je vois quand même mes étudiants et je leur dis bonjour. Et je veux vous partager en fait leur grand cœur, leur engouement pour non seulement le jeu, mais juste l'espèce de relation que j'ai et qui ont envie en fait de partager ces moments-là privilégiés avec moi. Je me sens énormément chanceux, je me sens honoré d'être en leur présence, donc je leur fais un petit coucou. Et d'ailleurs, le prochain jeu que je veux parler se nomme Affinity, qui d'ailleurs m'a été envoyé par Monsieur le Carpentier, Jonathan. C'est un jeu qui n'est pas disponible ici au Québec, mais qui est je pense qu'il est relativement facilement trouvable là, en boutique en Europe. Affinity, en fait, c'est un genre de jeu un peu de party / familial où les joueurs vont faire un cadavre exquis avec une phrase. Donc, par exemple, vous allez avoir une carte qui va être verte, qui est le début d'une phrase, le milieu d'une phrase, et finalement, qui sont les cartes jaunes, et finalement des cartes rouges qui sont la fin d'une phrase. Donc, les joueurs vont recevoir 3 cartes de chaque type, ainsi qu'une carte émotion, et leur but, c'est de créer une phrase qui va convaincre les autres d'une certaine émotion qui présente dans le jeu. Donc, par exemple, si je prends un petit prince rêve d'un avenir merveilleux malgré son jeune âge. Et là, cette phrase-là, qu'est-ce que je dois deviner? Est-ce que c'est une phrase qui est cute, qui est fun, qui est glauque ou qui est triste? Et là, les joueurs doivent discuter entre eux. Moi, je ne peux rien dire, malheureusement. Et un petit principe que je trouve assez intéressant, merci, c'est qu'en fait, il va y avoir un joueur qui va prendre la décision par rapport à l'émotion. Et ce joueur-là a un petit totem. Donc ça, je trouve ça, en fait, très, très intelligent, très malin, parce que les joueurs vont discuter pour essayer de convaincre, évidemment, cette personne-là. Mais cette personne-là peut avoir une opinion de base et aussi partager l'opinion avec les autres. Bref, il y a comme une belle ambiance de compromis, de consensus qui se crée autour de la table. Mais surtout, est-ce que c'est de voir aussi la perspective que les autres ont par rapport à cette phrase-là. Donc vraiment, là, un superbe jeu qui adresse les émotions, qui va adresser aussi notre interprétation de ce que les autres vont faire. Je l'ai utilisé en fait dans un cadre, dans un contexte en fait de cours. Et ça a super bien fonctionné. Les jeunes, les élèves ont beaucoup aimé, majoritairement. Ça va pouvoir être utilisable en fait pour faire différentes
réflexion par rapport aux émotions. Donc, vous savez où est-ce que je m'en vais avec ça, hein, chers étudiants, si vous m'écoutez. Mais sinon, si vous n'êtes pas mon étudiant, je vous encourage grandement à aller voir ce jeu-là parce qu'il suscite beaucoup de discussions puis de dialogue, en fait, entre les personnes. Mais au-delà de ça peut être un bon post-mortem à avoir avec, par exemple, nos enfants ou avec des adolescents ou même juste simplement entre adultes, de discuter de tout ça. C'est vraiment un superbe outil d'intervention. Oui, un outil en fait à utiliser pour parler des émotions, mais aussi juste de discuter entre nous. C'est vraiment, vraiment très intéressant comme jeu. Rien de génial ou qui révolutionne l'industrie, mais quand même, je pense qu'il peut avoir plusieurs utilités positives puis qui vont permettre en fait justement de créer cette discussion-là. J'ai joué aussi avec mes étudiants au jeu Air, Land and Sea. Alors, je sais que Sylvain a fait une critique du jeu et il l'avait énormément apprécié. Pour ma part, j'avais seulement essayé là, très rapidement là, sur Tabletop Simulator. Mais là, j'ai pu y jouer en fait avec une copie physique et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Je dirais que c'est super intéressant en fait à jouer en fait en face à face puisqu'on peut voir en fait les émotions, on peut voir en fait les réactions de l'adversaire. On peut aussi essayer de déduire où est-ce que l'autre adversaire veut s'en aller. J'ai lamentablement perdu contre deux de mes élèves. J'y étais deux contre moi. Mais il aimait beaucoup, beaucoup ça. Il y avait beaucoup de fun, en fait, à naviguer à travers le jeu. Dans le fond, c'est un petit jeu là, qui est composé d'une vingtaine de cartes, je pense. Et grosso modo, on a trois territoires, en fait, territoire aviaire, territoire marin et territoire terrestre. Et on va avoir des cartes et ces cartes-là, on va devoir les placer sur différents théâtres, différents champs de bataille et il faut accumuler le plus de points de guerre possible. Le joueur qui a le plus de points de guerre dans un théâtre gagne ce théâtre-là. Et s'il y en a un des joueurs qui a 2 théâtres sur 3, il a gagné la manche. Donc, il va gagner un certain nombre de points, dépendamment du nombre de cartes qui nous restent en main. Donc, c'est très rusé, c'est vraiment, vraiment solide parce que chaque carte aussi que l'on va placer va avoir un impact, va avoir un effet spécial. C'est super intéressant comme jeu, ça s'explique très rapidement. Je ne sais pas s'il y a une version française par contre, mais je pense que c'est un jeu qui mériterait grandement d'avoir sa version française définitivement. Puis surtout que c'est pas du texte à pu finir, là, c'est vraiment du texte très simple qui pourrait être facilement traduit. J'espère vraiment en fait que je vais pouvoir rejouer à ce jeu-là. Par contre, c'est pas nécessairement un jeu que je prioriserais à 2 joueurs pour ma part. Là, je pense que c'est un petit jeu sympathique que je vais sortir une fois de temps à autre, mais ce ne sera pas un jeu qui va, pour moi, rester dans les annales, les annales ludiques de ma carrière dans le jeu. Donc, je pense pas que, ça se peut même que je me débarrasse de ma copie, je ne le sais pas, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment sympathique, ça fait bien le travail. Mais peut-être que cet engouement-là est autour du fait que je viens de jouer, j'ai pas nécessairement beaucoup de parties à mon actif, puis j'ai un petit engouement pour le réessayer. Mais après quelques parties, est-ce que le jeu va s'essouffler? Je pense que oui. Mais encore là, c'est-tu moi qui est un peu pessimiste ou c'est-tu moi qui est un petit peu trop demandant par rapport au jeu? C'est-tu moi que ça tombe plus ou moins dans mes cordes? Je le sais pas. Mais pour l'instant, je dois avouer qu'avec 1 ou 2 parties derrière la cravate, je trouve ça super sympathique. Puis j'ai envie de le ressortir malgré tout. On va se tanner une année, c'est correct d'être tanné. Des fois, on va pas se le cacher. Là. J'ai joué aussi à City of the Big Shoulders, mais cette fois-ci, c'était sur le site Board Game Arena. City of the Big Shoulders, en fait, c'est un jeu qui va combiner le style 18xx, comme je vous parlais, avec les stocks, les parts que l'on peut acheter dans différentes compagnies, débuter des compagnies, faire augmenter ces parts-là, la valeur de chaque part, faire fructifier la compagnie, mais aussi, réduire un peu le portefeuille des autres en faisant des petits coups de cochon. Et ça va aussi utiliser le principe de worker placement d'un jeu euro gestion de ressources. Et ça vient vraiment, vraiment bien mixer les deux. Je trouve que vraiment le mix est superbe.
L'implémentation, en fait, dans Board Game Arena, si vous n'êtes pas familier avec Board Game Arena, ben, je vous encourage grandement à aller voir un peu c'est quoi ce site Internet-là. Je pense que Board Game Arena fait très très bien la job, là, malgré l'interface un peu vieillot, à la limite archaïque, là, je trouve des fois. Mais somme toute, là, vraiment, c'est une super belle interface pour essayer différents jeux. Et City of the Big Shoulders est nouvellement disponible sur cette application-là. Le jeu est vraiment le fun. C'est un jeu qui mérite vraiment d'être connu. C'est un gros jeu euro avec le système de 18xx des parts, comme j'ai dit, là, des compagnies qui augmentent et qui descendent dépendamment des choix des joueurs. Mais aussi, on a un petit côté là, bien viandeux, le euro, où est-ce qu'il faut en fait obtenir des ressources pour nos compagnies, il faut gérer en fait notre argent, le portefeuille de notre compagnie, mais aussi être capable en fait de faire différentes actions pour faire fructifier cette compagnie-là. Et je pense que le thème est super bien implémenté. Honnêtement, là, ça raconte un peu l'histoire de Chicago et de cette espèce de révolution industrielle qui s'est passée dans les années 1800 et ça le fait super bien. On ressent en fait cette vibe-là, cette énergie-là, ce rythme-là en fait du jeu-là où est-ce que tu sais, on est vraiment en compétition les uns contre les autres, on veut un peu surfer sur ce que l'autre fait, mais pas trop lui donner d'avantage. Puis comme j'ai dit, en fait, l'application BGA est vraiment, Board Game Arena est vraiment bien faite pour apprendre le jeu, puis en fait, tester le jeu de différentes manières. Donc, allez voir ça définitivement, surtout si vous êtes un amant de jeux euro plus costauds, là, à la manière de Gaia Project, par exemple. Ben, vous allez, je pense, vous allez vraiment trouver une belle perle dans City of the Big Shoulders, malgré le fait qu'il soit en anglais, malgré que le BGA est disponible en anglais. Je ne sais pas s'il est disponible en français. Je ne le sais pas, mais je le sais que City of the Big Shoulders, il est juste disponible en anglais, mais ça ne change pas que le jeu est vraiment le fun. Puis il n'y a pas vraiment de texte dans le jeu, donc ça, c'est super intéressant aussi. Bref, considérez-le si vous êtes amant de jeux euro costauds. J'ai découvert, en fait, ce mois-ci, une compagnie qui s'appelle Holland Spiele. Et c'est une compagnie, en fait, qui est gérée par un designer vraiment underground, vraiment méconnu de l'industrie du jeu. Et cette compagnie-là, en fait, se spécifie dans l'espèce de jeu un peu wargame d'entrée, mais va aussi aller dans des jeux beaucoup plus costauds. La compagnie, en fait, se veut vraiment une espèce de compagnie où est-ce qu'on va présenter un design super simple avec des règles, oui. Des fois, il va y avoir des exceptions à la règle. Des fois, il y a des plus gros jeux avec des plus grosses règles. Mais à la base, on veut avoir un jeu qui a environ peut-être 7 ou 8 pages de règles, gros max. Et bien, on veut que ce système-là puisse être le plus exploité possible dans sa configuration. Ce qui fait en sorte que Holland Spiele va aller chercher en fait des jeux qui ne sont pas publiés ailleurs à cause de leur design particulier, unique, excentrique. Mais que quand on décide de vouloir s'intéresser au jeu puis de vouloir expérimenter quelque chose de différent, ben on se retrouve avec un gros bain, un gros catalogue de jeux hyper riche dans dans plein de saveurs, là, plein de choses différentes, variées. J'ai commandé quelques jeux et ben il faut se le dire, là, je vais vous montrer là, la boîte. Là, c'est pas des jeux en fait qui sont c'est pas des jeux qui sont très de haute qualité, là, au sens où est-ce que c'est des jeux en fait qui viennent dans des petites boîtes comme ça. Là, et bien, le plateau, c'est une feuille de papier. Les petits marqueurs, bon, c'est des petits marqueurs là, qui sont fonctionnels. C'est pas, c'est ça. Le but, là, c'est vraiment de cette compagnie-là, c'est de produire en petite quantité parce qu'ils savent que c'est vraiment fait pour un groupe de personnes spécifiques qui va s'intéresser à ça. Puis, bon, aussi avec les designs qui sortent un peu de l'ordinaire, ben ça vient satisfaire une clientèle spécifique, là, des joueurs qui veulent avoir des expériences uniques plus que, mettons, l'optimisation, le jeu euro traditionnel ou le jeu à méritage traditionnel avec plein de figurines, etc., etc. Donc, cette compagnie-là, moi, m'a flabbergasté. C'est mon gros coup de cœur du mois. Cette belle compagnie-là, là, je capote. Et bien, j'ai joué à plusieurs des jeux de cette compagnie, de Holland Spiele, notamment des jeux de Tom Russell, qui est l'auteur, le designer principal de celle-ci. Et le premier jeu que je veux vous parler de cette compagnie-là se nomme Dinosaur Table Battles. Et là, j'ai joué, je capote. Sérieusement,
je suis tombé en amour solide avec ce jeu-là. C'est un jeu super simple. On va avoir un draft de dinosaures et on va sélectionner les dinosaures avec lesquels ça nous tente de jouer. Tu vas avoir des gros dinosaures qui vont avoir comme 3 cartes ou tu vas avoir des petits dinosaures qui ont 2 cartes. Premièrement, bon, chaque carte va avoir des attaques et une réaction. Mais si un dinosaure de 3 cartes, dans le fond, il va avoir 2 cartes comme ça. Et la dernière carte, puis c'est le cas aussi pour les dinosaures à 2 cartes seulement, la première, c'est attaque, réaction. Et la deuxième carte, c'est une carte, en fait, de super pouvoir. Un truc qui va complètement sortir qui va complètement sortir des règles et qui va dire, voici, tu as une grosse exception à la règle qui est vraiment, vraiment hot, vraiment forte. Les joueurs vont recevoir des points de vie. Puis le but, en fait, c'est juste, on roule une bunch de dés et on les assigne aux différentes cartes des dinosaures selon les résultats que l'on a eus. Comme si, par exemple, certaines cartes peuvent nous demander d'avoir des doubles. Si on a 2-1, on peut les assigner là-dessus. D'autres cartes vont nous demander d'avoir des 3 et des 4. Fait que là, tu peux assigner les 3 et les 4 là-dessus. Si tu as des chiffres qui sont entre guillemets, dans une espèce de petite parenthèse, dans des braquettes, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais bref, entre braquettes, tu peux juste placer un dé de ce type-là. Au début de ton tour, si tu as la chance d'avoir un dinosaure qui a des dés dessus et qui a une attaque, tu peux décider de retirer tous les dés de ce dinosaure-là et d'attaquer l'adversaire et de potentiellement lui enlever des points de vie. Le problème, c'est que l'autre joueur peut réagir. Et il y a 3 types de réactions, c'est-à-dire une réaction de counter, c'est-à-dire on va contrer directement l'attaque. Donc, si mon tyrannosaure attaque ton vélociraptor, et que ton vélociraptor a une attaque de counter qu'il appelle, donc contrer, c'est du 1 pour 1. Donc là, il va avoir une réaction qui va indiquer clairement qu'est-ce que ça va dire. Comme par exemple, ça pourrait dire, dans le fond, tu me fais un hit, c'est-à-dire que je vais enlever un point de vie. Et dans le fond, toi, tu vas réduire le nombre de dommages que tu reçois selon le nombre de dés qui étaient sur le vélociraptor. Et donc, moi, en enlevant les dés de mon attaque, toi, en faisant le counter, tu vas enlever tous les dés qui sont sur cette carte-là. Les 2 autres types, en fait, ce sont des types qui vont affecter quand un dinosaure ami se fait attaquer. Donc, tu as une attaque qui est tout simplement un bloc. Donc, si tu décides d'activer un bloc, tu t'annules l'attaque de l'adversaire, donc il n'y a personne qui reçoit de dégâts. Ou encore, tu pourrais absorber l'attaque, c'est-à-dire que l'attaque, en fait, est redirigée vers toi et tu vas manger l'attaque, puis tu vas réduire, en fait, le nombre de coups, le nombre de hits que tu reçois. Et ce qui est malin, ce qui est vraiment, vraiment intelligent, parce qu'une fois que tu as attaqué, là, après ça, tu relances tes dés, tu vas assigner des dés à chacun de tes dinosaures. Et là, ce qui est vraiment, vraiment rusé dans le jeu, là, ce qui est super intelligent, c'est que si l'adversaire, comme moi, si j'avais causé une réaction de ta part d'un de tes dinosaures, tu ne peux pas attaquer pendant ton tour. Et donc là, tu vas devoir lancer tes dés. Et là, ça a l'air super simple comme concept, ça a l'air vraiment, vraiment nono. J'ai lu les règles et je me dis, voyons, j'aurais pu designer ça. J'aurais pu créer ce jeu-là par moi-même. Et quand tu commences à y jouer, tu réalises que tu aurais donc bien voulu faire ce jeu-là parce que c'est vraiment, vraiment intelligent. Parce que de la manière que tu vas poser en fait tes dés sur chacun des dinosaures va déterminer aussi comment est-ce que l'autre va réagir. Et des fois, tu le sais que tu es dans une position où est-ce que l'autre joueur va t'attaquer, toi tu vas réagir. Il va attaquer, tu vas réagir. Tu vas attaquer, tu vas réagir. Donc, tu veux briser en fait ce rythme-là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu peux le faire? Tu pourrais décider de littéralement ne pas placer de dés et juste attendre que l'autre te rentre dedans. Ou encore, tu pourrais décider de placer tes dés de façon stratégique pour être capable de, quand tu vas réagir, l'adversaire va manger des coups et que ça devienne plus ou moins avantageux pour lui d'attaquer à ce moment-là. Parce que toi, tu vas contrer avec une contre-attaque qui va lui faire autant mal, sinon plus. Donc, il y a comme cette espèce de dualité-là de, OK, il y a un rythme qui commence à se prendre, mais comment est-ce qu'on brise le rythme? Comment est-ce qu'on fait pour briser cette espèce d'enchaînement-là pour que le jeu revienne à ton avantage? Et ça a l'air super, ça a l'air long, mais c'est rapide. Tu fais environ une partie, là, ça peut durer entre 20 et 30 minutes là, facilement.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie. Si, admettons, un dinosaure reçoit, par exemple, 4 points de dommage, puis il va avoir une espèce de threshold, donc une limite de dégâts que ce dinosaure-là peut avoir. Et si le nombre de dégâts que le dinosaure reçoit est supérieur à sa limite, ben, tu peux décider de tourner la carte. Donc, cette carte-là est inactive. Tu as fait un bobo là, à ton dinosaure. Et donc, après ça, ben, ce dinosaure-là perd son pouvoir ou encore sa carte d'attaque. Et quand toutes les cartes d'un dinosaure sont retournées, eh bien, ce dinosaure-là s'en va à l'hôpital. Et là, c'est très drôle parce que dans les règles, il y a plein de petites, des trucs très comiques, très, tu sais, c'est très, des fois, un petit peu cynique à la limite, là. Puis là, dans les règles, c'est si ton dinosaure meurt, ben, tu t'en vas à l'hôpital, mais fais-toi-en pas. Ton dinosaure va être bien à l'hôpital, puis on va prendre soin de lui, tu sais. Puis, ce genre d'humour-là, parenthèse, ce genre d'humour-là, je trouve que c'est vraiment le fun dans un jeu. Tu lis les règles, puis tu as l'impression que l'auteur ne se prend pas au sérieux, puis que quand le designer est capable de pouvoir faire des blagues comme ça dans son livret de règles, puis avoir un livre de règles malgré tout super clair, ça te garde ton attention, ça te captive, puis ça donne une personnalité au jeu, je trouve. Il y a beaucoup de jeux, en fait, qui sont très cadrés, que, tu sais, vraiment, là, on a un cadre, puis là, tu sais, ce jeu-là va te donner, en fait, cette espèce de structure-là très claire, très précise. Puis on dirait que des fois, on dirait qu'il manque un petit peu de personnalité, tu sais, des fois, des petits défauts dans un jeu ou des petites particularités que tu fais comme, ah, tu sais, ça, c'est une petite twist intéressante que j'aime beaucoup, puis qui va vraiment faire en sorte que le jeu va se démarquer des autres. Et Tom Russell fait ça continuellement dans ses jeux. C'est un designer extraordinaire. Donc, dans les autres Fable Battle, j'ai capoté ce jeu-là. Ça aurait été mon jeu préféré de 2020, définitivement. Et présentement, je suis en train de me dire qu'il rentre dans mon top 20. Mais là, c'est plate. Je viens de commencer mon top 20. Puis je m'étais fait comme l'espèce de résolution de ne pas le changer parce que c'est comme je l'ai fait en date de 19 février 2021, je pense. Puis je ne voulais pas le changer, mais là, je suis en train de me dire, Crimbin, je ne peux pas passer à côté. Il y a comme de quoi de vraiment le fun dans ce jeu-là. Oui, la qualité du matériel est correcte. Oui, le jeu n'est pas flamboyant. C'est une petite boîte comme je vous ai montré. Mais à ta boy que j'ai du fun. J'ai joué beaucoup avec Nancy, j'ai joué avec mes élèves. Mes élèves ont vraiment apprécié, puis ont commencé à bien saisir parce qu'il y a quand même plein de petites règles. Il y a plein de petites choses, des petits détails, les exceptions à la règle provenant des cartes spéciales des dinosaures. C'est sûr, certains aussi, il faut considérer celle de ton adversaire versus celle que tu as. Nancy a trouvé ça correct, mais c'est pas le genre de jeu à Nancy nécessairement. C'est pas un jeu, elle aime pas beaucoup les jeux de confrontation puis de duel. Elle l'a bien aimé, mais je pense que je l'ai écœuré un peu trop. Là. Je pense qu'on a fait à peu près 10 ou 12 games, là, sans blague. Là, j'y propose là, à chaque jour systématiquement parce que j'aime vraiment ce jeu-là. Il n'est pas sur Tabletop Simulator, puis j'ai hâte qu'on fasse un mod. Je suis pas bon, moi, je suis techno-nouille. Je ne sais pas comment faire ça, mais si j'étais capable, je ferais un mod pour ce jeu-là. Il est vraiment le fun, super ludique. Si vous aimez les jeux de duel, là, Dinosaur Table Battle va être sublime. Il y a 15 dinosaures et chaque combinaison va amener vraiment son lot de diversité au sens où est-ce qu'il va y avoir une dynamique, une gamique qui se crée. Mais là, si on change juste un dinosaure pour un autre, la gamique vient de changer complètement. Donc là, ça, c'est vraiment hot aussi. Donc, il y a vraiment des belles choses dans ce jeu-là qui, je pense, vont vraiment capter l'imaginaire, mais aussi vont vraiment venir satisfaire plusieurs joueurs, comme moi, c'est venu me satisfaire. Et j'ai joué aussi, en fait, à son espèce de papa, de grand frère qui s'appelle Table Battles. Donc, le jeu, au départ, c'est un jeu de 2017 par M. Russell qui a été fait au départ dans l'optique de présenter, en fait, différents combats historiques. Et le jeu va jouer, en fait, avec des cartes, encore une fois, et chaque carte représente une unité, dans le fond, des soldats quelconques. Il va y avoir, en fait, des points de vie associés à celle-là, et chaque fois que l'adversaire va nous attaquer, ben, on enlève des points de vie à cette unité-là, et quand cette unité-là n'a plus de points de vie, ben, on la retire. On va donner un cube de morale à son adversaire. Et deux manières que le jeu se termine, c'est lorsqu'un joueur n'a plus de cube de morale, ou encore quand je ne peux plus attaquer, je ne peux plus rien faire. À ce moment-là, l'adversaire gagne la partie.
Et je dirais en fait que j'ai joué 2 parties. J'ai joué sur Tabletop Simulator, donc encore là, je suis un petit peu ambivalent. Et j'ai fait en fait 2 guerres là, que je ne connais pas trop. Là, le War of the Roses, donc la guerre des roses en fait. Puis c'était un scénario vraiment de base. Donc en ayant joué à Dinosaur Table Battles avant, j'étais déjà familier un petit peu avec le système, avec le concept. Oui, Table Battles est un peu plus viandeux, là. Il est plus corsé, il y a plus de petites règles ici et là pour vraiment simuler cette espèce de combat-là, de guerre-là. Fait qu'on a comme sauté un scénario, et là, dans ce scénario-là, il y avait énormément de cartes, des cartes qui pouvaient attaquer d'autres cartes spécifiques, mais on ne pouvait pas attaquer n'importe quelle autre carte, des cartes qui pouvaient bloquer certaines cartes spécifiques, mais qui ne pouvaient pas bloquer d'autres cartes. Donc là, on se retrouvait vraiment avec comme cette espèce de jeu-là, avec comme plein de... C'est comme si il y a plein de petits fils, là, c'est comme si on avait une espèce de grosse map, là, puis que là, on fait comme, toutes les choses s'interrelient ensemble, etc. Donc, c'était super intéressant, mais je pense pas qu'on a pris le bon scénario pour le faire. Je pense aussi que, on a comme pris la guerre des dunes. On connaissait pas la guerre des dunes. On a juste fait, hey, on lit Dune en même temps, le livre. Bon, on va faire la guerre des dunes, tu sais. Puis on s'est retrouvé avec une guerre, en fait, entre l'Espagne puis les Français anglais. Puis on a fait comme, on ne connaît pas vraiment, donc il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment une espèce d'intérêt ou d'implication, en fait, au niveau intellectuel qu'on pouvait faire. Ah, ok, oui, je reconnais ce personnage-là, cette personne-là qui a vraiment eu un impact, ou je reconnais les lieux, ou je reconnais, en fait, que les différents champs de guerre, les différents endroits, en fait, qu'il y a eu ces confrontations-là. Donc, c'était très abstrait pour nous. Puis je pense, en fait, que ça, c'est le gros défaut de Table Battles, puisque le jeu peut devenir abstrait quand on ne connaît pas une guerre. Ceci étant dit, il y a plusieurs extensions, là, donc il y a à peu près, je pense qu'il y a comme 6 ou 7 extensions qui vont adresser en fait différentes guerres. Puis là, il y en a une en fait sur les guerres en Alexandrie, avec Alexandre le Grand et tout ça. Pas en Alexandrie, excusez, des guerres reliées à Alexandre le Grand. Et ça, je serais curieux de l'essayer. Je serais vraiment, vraiment curieux de l'essayer. Ceci étant dit, et ça, c'est un point que je n'ai pas mentionné là, dans le All Lunch puis là, les jeux valent très cher. Les jeux coûtent très, très cher, malgré la qualité un peu bof, fonctionnelle, mais non esthétique, on va le dire comme ça, des jeux, puisque c'est fait à la commande. Donc, le jeu, la compagnie reçoit une commande, il l'envoie directement en usine. L'usine fait le jeu, produit le jeu, nous l'envoie directement. Donc, des fois, tu ouvres la boîte, ça sent un peu l'encre. Moi, je trouve que c'est ça, c'est comme une senteur de... ça fait du bien. Mais en même temps, des fois, il y a des gens qui font comme « Ah, c'est un peu rebutant cette senteur-là. » Moi, je trouve que ça sent le nouveau. Hein? Ça sent le rafraîchissant. Je ne mettrais pas ça comme parfum là, dans toute ma maison. Puis je ne mettrais pas ça comme parfum non plus si j'allais en souper en amoureux, là, définitivement pas. Mais c'est une senteur que je trouve correcte. Pour des jeux, du moins. Mais blague à part... c'est pas une compagnie. Donc, je veux dire, j'aimerais ça l'essayer. Est-ce que je suis prêt à payer, admettons, le montant, la grosse somme, grosso modo, par rapport à ça? Je ne sais pas. Je suis un petit peu ambigu par rapport à ça. Mais, sérieusement, c'est pour ça que je lis, que je regarde, en fait, attentivement chacun des jeux là, pour voir est-ce que ce jeu-là pourrait me plaire, est-ce que ce jeu-là serait quelque chose qui viendrait vraiment toucher mes cordes ludiques. Et un jeu parmi ceux-là que je suis hyper fier d'avoir acquis se nomme This Guilty Land. Alors, This Guilty Land, c'est un jeu que j'ai joué en solo, que je voulais jouer avec Nancy. Et malheureusement, j'ai pas joué avec Nancy, mais je pense pas que ça aurait été vraiment dans ses cordes parce que c'est opaque, c'est dense comme jeu. Là, c'est le genre de jeu que je me suis assis, là, puis ça m'a pris facilement là, 4 ou 5 parties où est-ce que je joue les deux côtés pour bien saisir le jeu. Parce que le jeu a des subtilités, le jeu peut vraiment aller d'un côté ou de l'autre. L'équilibre est très très mince. Là. On marche sur un fil de fer là, tout le long de la partie. Et là, à un moment donné, il y a une décision qui se prend d'un côté ou de l'autre qui vient renverser la vapeur, puis qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas vu ça venir. Et là, ça peut vraiment venir donner un méchant gros step de plus à l'adversaire. Grosso modo, là, le thème, qu'est-ce que c'est? C'est sur l'espèce l'affranchisation, l'émancipation en fait, de l'esclavage aux États-Unis. En fait, on va avoir deux côtés, donc il va y avoir en fait la justice
Et on va avoir le côté de l'oppression. Donc, le joueur qui joue l'oppression est en faveur de l'esclavagisme. Et dans les règles, c'est clair, ça le dit de façon précise. Encore une fois, comme je dis, M. Russell, très, très bon pour personnaliser, en fait, ses livres de règles. Nous le dit, si ça te rend mal à l'aise d'être l'oppression, mais c'est volontaire, puis deal avec. Donc, tu es comme, oh, OK, tu sais... puis honnêtement, des fois, tu te retrouves avec comme ces situations-là que tu joues l'oppression et tu le ressens, là, que tu es mal à l'aise, puis tu fais comme, oh, OK, attends un peu. Là. Cette carte-là qui vient de sortir, parce que c'est un jeu de cartes avec un deck, je vais expliquer ça dans 30 secondes, mais tu sais, tu dis, OK, je joue cette carte-là, puis c'est ça que ça veut dire. Je suis en train de faire de la propagande pour dire que les Noirs, ce sont des cannibales, tu sais, ou que c'est pour un greater good, donc c'est pour le bien, un bien supérieur qu'on est en train de faire de l'esclavage. Puis là, tu deviens un petit peu... ça vient toucher des cordes sensibles, puis en même temps, tu te dis, c'est comme ça que ça se passait. C'était littéralement comme ça. Il y avait des gens qui avaient cette perception-là. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on a encore cette perception-là, en fait, par rapport à certains pays ou encore certaines cultures, comme si on avait cette supériorité-là. Donc là, tu as comme cette réflexion-là aussi qui devient super intéressante à l'extérieur du jeu que moi, j'adore avoir. Je le sais qu'il y a plusieurs personnes qui, pour elles, ils veulent jouer à un jeu, ils veulent pas se casser la tête, et ils font ça pour oublier leur quotidien. Puis après ça, merci, bonsoir, ils sortent de la table, puis bon, on passe à d'autres choses. Mais pour moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, de m'asseoir devant un jeu, puis qu'un jeu me donne un message, que me partage, me communique quelque chose qui devient vivant, puis sur lequel je suis capable de pouvoir réfléchir, méditer, puis de vraiment voir, en fait, cette ampleur-là dans notre quotidien. Bref, ça, c'est moi, personnellement. Probablement, vous le savez déjà, mais tout ça pour dire que This Guilty Land a fait super bien. Et pour revenir aux cartes, donc c'est un jeu de cartes en fait où est-ce qu'on va jouer, on va sélectionner des cartes et ces cartes-là vont avoir différents effets, notamment passer des lois. Donc évidemment, quand on va passer des lois du côté de l'oppression, c'est pour favoriser en fait l'esclavagisme. Donc tu te sens vraiment mal quand dans le fond tu fais tu t'encourages l'acte de l'esclavagisme, puis tu fais comme non, l'anti-esclavagisme, non, on oublie ça. Là. C'est une loi que faut pas passer. T'sais. Fait que là, t'es comme super mal à l'aise, mais ça va avoir un impact aussi sur le plateau. En fait, chaque loi, là, il y en a 4 ou 5. Chaque loi va vraiment avoir son impact sur l'adversaire. Puis en fait, tu joues une carte, tu payes son montant, et il y a un certain montant, en fait, ils appellent ça du willpower, donc la pouvoir de volonté, là, de la volonté personnelle, à vouloir changer les choses, cette espèce de réserve-là que tu as, tu vas payer pour la carte et il y a un certain montant de willpower que l'adversaire va recevoir aussi. Donc, tu es un peu toujours dans cette dualité-là de est-ce que je veux faire passer cette loi-là? Est-ce que je veux créer une espèce de vie? Est-ce que je veux créer comme de la zizanie en faisant de la violence? Est-ce que je veux obtenir cette carte-là immédiatement pour que finalement l'autre joueur ait plus de willpower pour faire plus de choses pendant son tour? D'un autre côté, est-ce qu'il y a un tour que je fais, que j'attends puis que je fais juste rien du tout puis que je bénéficie en fait des lois qui sont passées parce que chaque loi nous amène un point de victoire? Et le jeu peut se terminer super rapidement parce qu'il y a un pool de 30 points de victoire et dès que ce pool-là est fini, après ça, c'est terminé. Donc, la partie se conclut immédiatement. Est-ce que je veux créer un parti politique? Est-ce que je veux augmenter ma capacité organisationnelle pour être capable d'avoir plus de cartes dans ma réserve? Et ces cartes-là vont nous permettre d'avoir un impact sur le plateau. Donc, il y a vraiment, en fait, cette belle dualité-là au niveau stratégique. Je pense pas que c'est un jeu je pense pas que c'est un jeu, en fait, qui va avoir une longévité ou une espèce de vraiment de grand éventail, un grand éventail de stratégie. Mais je pense que c'est un jeu que je considère comme une œuvre d'art à la limite, où est-ce que, pas au niveau du manque d'équilibre, vraiment pas. L'équilibre est vraiment là. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très... Il y a un jeu, là. Il y a vraiment un système de jeu qui est super intéressant. Mais je parle d'œuvre d'art parce que c'est davantage un jeu qui te fait réfléchir, qui suscite un espèce d'intérêt pour le thème plutôt que d'intérêt pour le système de jeu en soi. Puis tu vas vouloir jouer à ça avec des gens, peut-être qu'il y a des gens en fait qui jouent de façon intense puis qu'ils aiment vraiment ça, puis je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué puis à être rejoué encore et encore. J'aimerais ça l'essayer avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience avec ce jeu-là, évidemment, mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais définitivement, c'est un jeu que je vais vouloir sortir avec différentes personnes puis qu'on va pouvoir rejouer parce que c'est un jeu qui est quand même relativement rapide. Là, on parle de 45 minutes. Et d'ailleurs,
Hein, mon petit vice de vouloir, tu sais, gotta catch them all, il faut attraper les tous. Hein, donc, ça, c'est Eulenspiele puis ma mentalité présentement qu'il faut que je réduise. Mais je me suis procuré, en fait, l'espèce de suite à ce jeu-là qui est sur le vote, dans le fond, le suffrage et tout ça, aux États-Unis, suite, en fait, à cette espèce d'émancipation-là par rapport à l'esclavagisme. Je vais vous revenir, évidemment, dans le mois pour le prochain Quad 9 par rapport à ce jeu-là. Est-ce qu'il est meilleur au niveau du système de jeu, en fait? Puis ça a été un petit peu aussi ce que l'auteur a proposé. C'est un jeu plus ludique à la base, tout en gardant, en fait, cette tension-là, puis le message qui peut être ressorti de tout ça. Donc, c'est vraiment un jeu, moi je pense que c'est un jeu qui mérite d'être joué, puis je veux dire, j'ai passé peut-être 20-30 heures, là, sans blague, 20-30 heures à jouer juste moi contre moi, là, tu sais. Puis j'ai vraiment eu du fun, puis je veux retourner à ce jeu-là, il est encore installé sur ma table. Peut-être le présenter sur la chaîne, qui sait. Mais sinon, un autre jeu aussi que j'ai essayé en ligne, puis que je voulais vraiment aller me procurer, puis que présentement, après l'avoir essayé, je me dis, intéressant, mais je suis plus convaincu que je veux payer un montant très, très, très dispendieux pour l'obtenir. Ça s'appelle The Field of the Cloth of Gold, qui est un jeu, en fait, qui reprend un peu une espèce de festivité qu'il y avait avec, je pense, Charlemagne, je ne suis pas trop certain. Mais grosso modo, le système est assez... encore une fois, c'est super intelligent, vraiment bien fait. Un jeu pour 2 joueurs qui se joue en dedans de 20 minutes où est-ce que les joueurs... C'est un worker placement, donc un placement d'ouvriers où est-ce que les joueurs vont installer leurs ouvriers sur différents endroits. Et ces différents endroits-là vont te permettre de pouvoir scorer, donc faire des points avec des tuiles que tu as de différentes couleurs. Maintenant, ces tuiles-là que tu récupères, c'est un genre de set collection parce que tu vas récupérer certaines tuiles dans ta main. Mais de l'autre côté, chaque fois que tu vas prendre une action, eh bien, tu vas donner une tuile à l'adversaire. Ce qui fait en sorte que tu es toujours en train de réfléchir, est-ce que vraiment je veux scorer immédiatement ces tuiles-là pour faire plein de points, mais je donne une tuile qui est vraiment forte à mon adversaire? Ou est-ce que je m'en vais sur une tuile un petit peu moins forte qui ne me donnera pas nécessairement des points, mais qu'au moins je vais donner ça à l'adversaire qui est peut-être un petit peu moins avantageux pour lui? Donc, le système de je veux scorer, mais je te donne ça, ou encore, ben, je me place là pour t'empêcher d'être sur cet endroit-là, parce que je sais que tu vas scorer gros si tu t'en vas là. Puis qu'en plus de ça, tu donnes à l'adversaire. Il y a aussi un principe où est-ce que on a des tuiles devant soi. Donc ça, c'est connu de tous. Et on en a aussi dans nos mains, donc qui ne sont pas connues. Puis là, tu peux scorer tes tuiles blanches, tu peux scorer tes tuiles rouges, tu peux scorer tes tuiles jaunes, tu peux scorer tes tuiles... tu peux scorer, en fait, si tu as 4 tuiles de différentes couleurs. Mais encore là, toutes les tuiles se scorent de manière différente. Est-ce que vraiment je vais aller accumuler le plus de tuiles blanches possible parce que chaque tuile blanche me vaut 1 point? Est-ce que je veux aller chercher des tuiles bleues parce que chaque tuile me donne entre 3 et 6 points? Puis c'est là, en fait, le côté un peu ingénieux du pattern. Chaque fois qu'on va scorer nos tuiles, mis à part pour 2 endroits sur le plateau, mais chaque fois qu'on va scorer certaines tuiles, ben on perd toutes ces tuiles-là. Donc, on ne peut pas accumuler, on peut pas accumuler ad vitam aeternam là, toutes ces tuiles, puis là, finalement, faire OK, je rescore encore et encore mes tuiles blanches, parce que dès que je les score une fois, ben je m'en débarrasse. C'est un jeu de 20 minutes que je veux. Là, je vous en parle, puis je suis comme, hey, j'ai le goût de le réessayer, dans le fond. J'ai vraiment hâte de le retester, en fait, sur Tabletop Simulator. Ça a pris 20 minutes, c'est super rapide, simple et efficace. Un jeu qui a beaucoup de double thinking, je donne ça à l'adversaire, mais moi, je reçois quoi en retour? Est-ce que vraiment j'ai besoin de recevoir de quoi en retour présentement? Mais est-ce que je donne ça à l'adversaire? Puis c'est plein de belles décisions déchirantes que j'aimerais vraiment, en fait, j'aimerais expérimenter plus en vivant, là, en live. Puis je pense que ce jeu-là, en fait, peut être super accessible, vraiment efficace. Évidemment, on a encore une fois le côté matériel n'est pas superbe, mais le design est sublime au niveau vraiment de la manière que c'est présenté, au niveau de la manière que c'est réfléchi, puis que la dynamique qui est créée est extraordinaire. Donc là, je suis comme, je pense que je vais me le commander finalement, mais je vais le réessayer. Je vais le réessayer juste au cas où, là, on va voir. Mais vraiment, là, encore une fois, un superbe jeu.
C'est ce qui va conclure un peu ma parenthèse sur Holland. Puis là, j'ai perdu beaucoup de minutes par rapport à ça. Je vais probablement faire une vidéo sur la compagnie en soi, vous donner plus de détails, vous montrer aussi différents jeux que je possède, deux autres, pour vraiment vous montrer en fait la qualité du matériel. Bref, on verra ça plus tard. Mais sinon, je vais continuer en fait avec Dungeon of the Mad Mage. Donc, j'en ai parlé à mon Quad 9 précédent, que j'avais dit que je trouvais ça super intéressant, puis tout ça. Que le système est super génial, puis que vraiment, il y a de la chair autour de l'os. Eh bien, malheureusement, je pense que là, présentement, le système a un peu fait il a un peu fait son temps avec moi. J'ai à peu près 6 ou 7 parties là, de fête avec Nancy. Et déjà là, on peut voir en fait que le système s'essouffle puisque les scénarios, on garde la même structure, c'est-à-dire que on va aller au départ pendant la mise en place, on va chercher une tuile spécifique, on mélange avec 3 autres tuiles, puis après ça, on va mettre un stack de 8 autres tuiles par-dessus, puis après ça, il faut sortir un boss ou un monstre quelconque qu'on va mettre sur la table, puis ce boss-là, il est là, puis on va attendre que ce boss-là il apparaisse là, quand la bonne tuile va sortir. Puis après ça, faut essayer de dealer avec, puis avec les circonstances qui se sont passées sur le plateau. Puis ça s'éteint là, puis ça reste juste ça tout le long. Puis je suis comme vraiment, vraiment déçu. Je suis frustré, en fait, de voir qu'un système aussi vraiment bien pensé, aussi ingénieux que ça, puisse être réduit à ça 13 fois avec différents bonhommes. Je trouve ça pathétique. Je suis un peu en... Je me demande pourquoi est-ce qu'en fait ce jeu-là a une aussi grande appréciation sur Board Game Geek du moins, là, mais je comprends vraiment pas parce qu'au final, le système de jeu est pathétique. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas le système de jeu, c'est l'utilisation qui a été faite qui est pathétique selon moi parce qu'on garde la même recette juste pour être dans une zone de confort, j'imagine, ou pour pas trop tester le jeu, pour pas trop tester les limites, puis faire comme, ouais, finalement, cette idée-là est plus ou moins bonne, je ne sais pas, ou peut-être que juste le système de jeu se prête juste bien à cette formule-là, mais ça me surprendrait bien sincèrement, puis je trouve ça décevant, je trouve ça vraiment, vraiment décevant. Il y a des gens qui vont payer des centaines de dollars pour obtenir une boîte comme ça, puis finalement, quand on propose 13 scénarios, que c'est la même affaire, qu'on fait juste répéter encore et encore, en plus de ça, que le système de jeu, il n'est pas très... on n'a pas un sentiment d'évolution concret tout au long de nos scénarios. On va en parler, en fait, moi puis Nancy, là, on va vraiment faire une critique, en fait, on va faire une critique bientôt. Puis je pense pas qu'on va finir la campagne sérieusement parce qu'on est un peu blasé là, de tout le temps refaire la même sauce. Là. On a trouvé ça sympathique pour le temps que ça a duré, mais puis ça peut être super sympathique pour des gens qui font comme ouais, moi ça me tente de faire ça 13 fois, puis ça me tente de voir différents mondes, puis ça me tente de vivre différentes aventures dans le thème de Donjons Dragons. Ça se peut qu'il y en ait qui retrouvent un peu cet intérêt-là avec leurs enfants, par exemple, avec leurs adolescents. Puis oui, on a le goût de vivre ça 13 fois, puis c'est bien correct. Puis il n'y a rien de mal à ça. Mais pour moi, malheureusement, ça a comme ça a comme baissé drastiquement. Puis j'étais vraiment... J'étais un peu déçu de tout ça. Là. Mais sinon, un jeu que j'ai vraiment été surpris, puis que j'ai joué encore une fois avec mes étudiants, ça se nomme Premier Contact. Alors, Premier Contact, c'est un jeu de déduction sociale. Pas déduction sociale, excusez. C'est un jeu de déduction. On va le dire comme ça. Il va y avoir deux équipes, une équipe d'extraterrestres qui tentent de communiquer, en fait, différents mots, différents adjectifs à l'autre équipe qui sont les équipes d'humains. Et le but, en fait, en tant qu'humain, c'est d'obtenir le plus de jetons divins, en fait, de la part des extraterrestres. Alors que les extraterrestres, eux, ont une espèce de course entre eux où est-ce qu'on veut faire devenir le plus rapidement possible certaines cartes aux joueurs. Et ce qui rend le jeu intéressant et vraiment, vraiment bien viandeux, c'est le fait que justement, il va avoir un gagnant, il va avoir un ou plusieurs gagnants du côté des humains versus un gagnant du côté des extraterrestres. Mais au-delà de ça, c'est le système en fait de communication. Parce que les joueurs, en fait, les humains on va avoir une espèce de carte avec des images, c'est un 5 par 5, et les joueurs vont tourner en fait à 90 degrés différentes images pour essayer de communiquer en fait avec un extraterrestre, à savoir c'est quoi ce symbole-là. Et donc là, avec le symbole, par exemple, si je tourne des cartes
par exemple, un éléphant, un hippopotame, un édifice, puis une statue, une statue ou une pyramide, tiens, ben là, moi, en tant qu'extraterrestre, je dois essayer de trouver c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces cartes-là. Est-ce que la personne veut dire que c'est grand? Est-ce que la personne veut dire que c'est gros? Donc là, c'est vraiment de déduire ça. Donc là, moi, si je considère que c'est grand, alors je vais avoir une espèce de tablette avec le symbole pour grand. Je vais faire le symbole et là, tous les joueurs vont voir ce symbole-là et vont pouvoir l'annoter sur leur tablette à eux. Mais tu sais, si moi je pense que c'est, je sais pas, moi j'ai vraiment été tout croche, là, puis que je pense que le symbole, ben ça veut dire vivant, par exemple. Pour une raison quelconque, je me dis, ben clairement c'est vivant. Puis que je leur donne ce symbole-là, ben eux autres, dans leur tête, dans votre tête, vous allez penser que je vous ai donné le symbole pour grand. Mais moi, je vous ai donné le symbole pour vivant. Donc là, il y a comme cette espèce d'ambiguïté-là qui peut peut-être s'installer, en fait. Et vient la deuxième partie où est-ce que les joueurs extraterrestres ont un peu une carte, en fait, à la manière de Codename, où est-ce qu'il y a certaines cartes qui appartiennent à chaque extraterrestre. Et donc, moi, je vais écrire un message codé, en fait, avec les différents symboles que j'ai sur mon plateau. Et là, je vais vous écrire, mettons, grand, vivant, puis coupant, mettons. Alors là, je vais vous montrer ça. Et les joueurs, en fait, vont déterminer quelle carte qui pourrait correspondre à grand, vivant, coupant. Et là, vous avez deviné que si on a cette espèce de malentendu-là par rapport au symbole de grand, bien là, ça se peut qu'on l'aille aussi pour le symbole de vivant. Donc là, ça se peut que vous ne me donniez pas la bonne carte. Et si vous ne me donnez pas la bonne carte, ben moi, je me retrouve avec un problème puisque je ne peux pas gagner ma carte. Et c'est ça mon but principal, c'est que je veux gagner 3 cartes. Là. Je veux que vous deviniez 3 cartes. Donc, c'est vraiment, vraiment malin. C'est vraiment, vraiment un jeu intelligent qui peut paraître abstrait au départ, mais qui tranquillement, on commence à se plaire au jeu. J'ai vraiment envie d'y rejouer. Malheureusement, on n'a pas pu finir notre partie parce qu'on joue sur l'heure du midi, mais je pense que les élèves ont beaucoup apprécié et que malgré en fait le nombre de règles et qu'il y a beaucoup d'informations cachées, on a quand même réussi là, à bien saisir les règles, à jouer. Et je pense que les jeunes ont beaucoup apprécié l'expérience, là, somme toute. C'est sûr certain que c'est un jeu un petit peu plus volumineux au niveau des règles, peut-être, là, surtout que c'est pas un jeu nécessairement facile d'accès. Surtout à cause de son côté abstrait, mais ça reste somme toute un jeu qui peut être super intéressant là, en party ou avec de la famille ou des amis qui ne jouent pas nécessairement, si on réussit à se prêter au jeu. Pour moi, je le rentre un petit peu dans la même catégorie que des cryptos, genre. Des cryptos, c'est dur au début, puis à un moment donné, tranquillement, tu commences à bien saisir, bien comprendre les enjeux par rapport à des cryptos, puis comment bien y jouer. Ben, c'est un petit peu la même chose pour moi, là, à mes yeux. Donc, Premier Contact, un superbe jeu. Un autre beau coup de cœur, là, et encore une fois, merci à toi, Jonathan, de m'avoir prêté main forte avec ce jeu-là, qui n'est pas disponible au Québec. Ça s'appelle La Marche du Crabe. Et wow! Un beau petit jeu à 2 joueurs. Coûte pas, ça coûte tellement pas cher. C'est un paquet de cartes, en fait, où est-ce qu'on va représenter des crabes carrés de l'estuaire de Girodon, si je ne me trompe pas. Et le but, en fait, c'est tout simplement d'aller sauver nos amis, les crabes, de différents objets qui n'ont pas rapport sur la plage. Et c'est un jeu, en fait, de scénario, parce que le premier scénario, en fait, va vraiment nous introduire au système, parce que c'est un jeu de déduction coopératif, où est-ce que moi, je vais avoir 2 cartes. Ça se peut que j'ai une carte ballon, puis j'ai une carte, mettons, un pneu. L'autre joueur va avoir 2 cartes dans ses mains que je ne connais pas. Et bien, je le sais que ces 2 cartes-là, ben, il ne faut pas qu'on s'en aille là. Et l'autre joueur va avoir 2 cartes qu'il ne faut pas s'en aller là. Et il y a 12 objets au total sur la plage. Et là, en fait, un joueur peut déplacer un pion parce qu'il va avoir une espèce de, je pense, un carré de 5 par 6 avec des cartes. Et là, il y a un joueur qui peut déplacer le pion crabe de haut en bas. Et l'autre joueur peut les déplacer de gauche à droite. Et là, il faut faire attention parce que des fois, on va se retrouver à chaque tour à placer un crabe ou un homard, bref, un espèce d'antagoniste qui va nous faire perdre des crevettes. Et on a un petit nombre de crevettes très, très, très restreint. Si on perd de ces crevettes-là, ben on meurt.
Donc là, il faut vraiment en fait donner des indices de OK, je bouge là, mais pourquoi est-ce que tu bouges là? Est-ce que c'est pour me dire comme ces deux objets-là sont corrects? Est-ce que tu t'en vas dans cette ligne-là pour me dire que ces deux objets-là sont corrects ou tu ne bouges pas parce que tu veux me faire comprendre quelque chose par rapport aux objets dans la ligne on est ou dans la colonne dans laquelle on est? Bref, vraiment, vraiment malin. J'ai juste deux. Là, présentement, je suis en train de jouer avec Nancy. On s'apprête à faire le troisième scénario. J'ai vraiment hâte là, parce que c'est un jeu super intelligent, super simple, vraiment très, très, très logique. Puis on comprend très, très bien le jeu. Et là, tranquillement, on commence à rajouter des règles au travers des différents scénarios. Et c'est ça qui est le fun, c'est de découvrir en fait ce petit jeu-là là, à travers ces différents scénarios-là. Puis je pense que de plus en plus, puis c'est des affaires qui sont super simples. C'est même pas un ajout de règles, c'est genre juste, OK, voici une petite variante que vous allez essayer. Puis ben là, après, à partir de maintenant, ça va être là. Est-ce que, puis là, on continue à avancer dans le jeu à travers toutes ces difficultés-là. Bref, puis ça nous donne un peu en fait, ça presse, comment je peux dire, ça nous permet d'avoir une sensibilisation par rapport aux crabes de l'estuaire de Girardon, parce que ces crabes-là sont en voie d'extinction. Donc là, c'est en fait aussi une manière de pouvoir faire de la sensibilisation par rapport aux espèces en voie d'extinction. Puis cette compagnie-là, les jeux Hopla, vont vraiment permettre en fait cette espèce d'approche-là écologique parce que tous leurs jeux sont faits de façon locale et aussi, toute leur dynamique de jeu, leur approche, c'est vraiment faite de façon à ce qu'on puisse être conscientisé par rapport à certains enjeux. Ou des fois, ça va être juste simplement, par exemple, Cosmopolité qui provient de cette compagnie-là, qui j'ai reçu de la part de M. Jonathan, merci encore. Cosmopolité, il va nous permettre de pouvoir jouer de pouvoir jouer en gang, puis nous faire prendre conscience de cette espèce de communication-là, de manque de communication, de malentendus qui peut se créer. Bref, vraiment une superbe belle compagnie, les jeux Hopla. Malheureusement, je pense que cette compagnie-là, ça va être à cause de leur conscience écologique. Puis c'est ça qui est plate, c'est super plate, vraiment. Là, c'est décevant, à cause de cette conscience-là qu'ils ont, puis ce mandat-là qu'ils se donnent. Puis ils sont prêts à accepter ça. Puis moi, je suis comme, je salue leur chapeau qu'ils soient capables de dire, OK, on accepte cette situation-là. Puis nous autres, écoute, on veut que le partenariat qu'on va avoir avec les distributeurs d'ailleurs qui ait la même conscience que nous par rapport à la production du jeu. Donc moi, je leur lève mon chapeau. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très louable. Puis je trouve ça plate parce que, c'est pas toutes les compagnies qui vont vouloir faire ça parce que malheureusement, on est centré un petit peu vers le profit plutôt que d'autres choses. Mais vraiment, c'est une belle compagnie. Allez voir leur jeu. Surtout si vous êtes en France, allez voir ça. C'est génial. Want to take me to Funky Town? You want to take me to Funky Town? Want to take me to le Patreon de l'école du jeu? Et oui, Roger le vagabond qui vient encore vous casser les oreilles ce mois-ci avec le Patreon de l'école du jeu. Mais avant de faire ceci, je veux vous souhaiter un bon printemps dans ce mois d'avril qui débute. Et je vous souhaite du soleil alors que moi je quitterai ma tanière pour voler vos poubelles ainsi que les carottes de votre jardin. Mais bref, trêve de bavardage, nous désirons remercier certaines personnes qui nous encouragent mensuellement grâce au Patreon. Alors tout d'abord, un grand merci à Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, créateur du projet Source. On construit un nouvel au-delà, engine building, ressources management, mixé avec un aspect narratif. Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Rouen, Josiane Lauzon, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian et finalement Marc Boudreau. Qu'est-ce que le Patreon de l'École du jeu? Quoi? Tu ne connais pas le Patreon de l'École du jeu? C'est un site internet sur lequel tu peux offrir un petit montant mensuel pour l'École du jeu. Et ce petit montant mensuel sera utilisé pour investir dans la chaîne
augmenter la qualité du contenu toujours et encore, et surtout une manière de dire merci pour le travail que les gars font avec l'école du jeu. Si tu ne veux pas donner aucun problème, continue d'écouter, on t'apprécie et on te donne plein de bisous. Mouah, mouah, mouah. Et mais si tu considères peut-être donner, tu pourras trouver un lien vers la page du Patreon L'École du jeu dans la description ci-bas. Alors, n'hésite pas à aller visiter et tu pourras donner $1, $2 ou même $1000 par mois. C'est comme tu le veux et comme le cœur, tu le sens dans ton cœur. Et moi, mon petit cœur, eh bien, il sent le temps qu'il s'en aille. Au revoir et à la prochaine. C'est ce qui conclut ma portion de jeux joués pour le mois de mars 2021. J'ai un peu trop fait de temps, hein? Ben, en tout cas, j'ai envie de vous parler de 2-3 petites choses, en fait. Premièrement, et ça, je veux en parler vraiment, je trouve que c'est super intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose que j'ai dit dans une vidéo qu'on a publiée dernièrement, et ça l'a un petit peu, ça l'a dérangé quelqu'un qui nous suit. Et cette personne-là nous a écrit, en fait, sur Facebook, puis pour nous parler que j'avais dit ça, et dans une des vidéos, et que ça l'avait blessé, que ça l'avait dérangé, puis qu'elle avait trouvé que c'était pas très conscient, c'était pas très... c'était un manque un peu de sensibilisation de ma part, puis que, tu sais, j'ai dit ça un peu à la légère, alors que, tu sais, il y a comme un peu, il y a un problème par rapport à ça. Et j'ai vraiment apprécié, en fait, que la personne me vienne. Au début, c'est sûr certain que tu réagis, tu es comme, hey, tu ne me diras pas quoi faire, tu sais. Mais avec du recul, je trouve que c'est important qu'on puisse communiquer ce genre de choses-là. Puis je trouve qu'en tant que, en tant que créateur de contenu, peu importe de quel type de contenu que c'est, au lieu de cracher sur nous puis de cracher sur le travail qu'on fait, bien, la personne a eu l'amabilité de nous écrire pour nous dire, ben ça, j'ai plus ou moins apprécié, ce qui m'a permis, moi, de juste avoir cette espèce d'état d'esprit-là plus ouvert, plus considéré par rapport à cette situation-là. Et je veux remercier, en fait, cette personne-là. Je ne veux pas nommer son nom, je ne veux pas la mettre, je veux pas la cibler, mais je veux juste remercier, en fait, cette personne-là. Puis si des fois, on dit des choses ou des trucs qui vous dérangent, des fois qu'on dit quelque chose à la légère, ben faites-nous en part. Peut-être que justement, on n'est pas nécessairement conscient, on n'a pas nécessairement cette intention-là derrière. Puis au lieu de créer un malentendu ou de créer une frustration à long terme, ben des fois, ça fait juste du bien de se faire dire « Hey, telle affaire que tu dis régulièrement ou telle affaire que tu as dit, j'ai pas apprécié. » Puis pour telle raison, puis sans nous envoyer promener, je trouve ça super intéressant. Puis je trouve ça légitime, en fait, de faire ça. Surtout qu'on veut être proche de la communauté, puis que notre but, c'est de promouvoir le jeu, mais de façon comme super saine, puis de façon amusante aussi. Donc, merci beaucoup à cette personne-là. Puis, ben, si des fois, il y a des choses qui vous dérangent ou qui vous aguichent, des fois, ça peut être quelque chose que j'ai dit. Évidemment, par rapport à l'opinion des jeux, ben, c'est sûr certain quand on dit du mal d'un jeu que quelqu'un aime, ben, c'est sûr certain que ça vient le déranger, ça vient déranger cette personne-là, mais en même temps, bon, c'est une opinion, je veux dire, on ne commencera pas à se créer des ennemis ou à créer des conflits à partir de trucs aussi anodins que, ben, j'aime pas tant ce jeu-là, puis toi, t'aimes ce jeu-là. Je pense qu'on peut aller au-delà de tout ça. Puis somme toute, même si j'aime pas un jeu, ben, je vais toujours être prêt à y jouer parce que mon but, en fait, ce que j'aime du jeu, c'est vraiment la communauté, la création de situations autour d'une table. Et pour moi, c'est ça qui est important. Donc, pour moi, quand quelqu'un fait un geste de cette manière-là, qui vient adresser une situation qui l'a dérangé, ben, je trouve ça super apprécié et je veux vous remercier. Je veux te remercier. Merci beaucoup. Un grand élan de générosité de la part de notre cher Jonathan Le Carpentier. Donc, je le réitère, je l'ai dit dans l'introduction, mais c'est pas grave. Je veux juste te remercier encore une fois, Jonathan, de cet élan de générosité-là. Souvent, on se retrouve en fait en tant que créateur de contenu à faire beaucoup de vidéos. On reçoit, oui, des jeux gratuits de la part de différentes compagnies, certes. Ceci étant dit, ce n'est pas toutes les compagnies qui veulent nous envoyer des jeux parce qu'on s'entend des fois de faire une livraison outre-mer, c'est dispendieux. Mais au-delà de ça, quand on reçoit du contenu, du contenu physique de la part de certaines compagnies, ben on a des obligations. Surtout sur l'école du jeu, notre motto, c'est un petit peu de vous présenter tous les jeux que l'on reçoit, toujours de façon honnête. Ceci étant dit, on veut quand même être capable de vous offrir
ce contenu-là. Et la compagnie Hopla Games, c'est une compagnie que je reconnais en fait la raison pour laquelle leurs jeux, ils font en petite quantité. Et leur but, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est vraiment ils ont une mentalité très écologique, éco-responsable, excusez. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose que je trouve super important. Mais en même temps, ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement l'opportunité, nous autres, de pouvoir obtenir ces jeux-là, à moins qu'on les commande d'Europe. Et c'est très, très, très dispendieux. Mais on a eu un de nos auditeurs, Jonathan, qui m'a envoyé Cosmopolité, m'a envoyé La Marge du Crabe et m'a envoyé après ça Affinity. Donc, je veux vraiment mettre le spotlight sur toi, Jonathan, parce que c'est vraiment, vraiment le fun. C'est super apprécié. Tu m'as même envoyé un petit livre pour ma petite Evelyne. Donc, je t'en suis hyper reconnaissant. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et ça fait du bien, en fait, de recevoir ce genre de cadeaux-là provenant de différents auditeurs qui sont contents, qui sont satisfaits de ce qu'on produit. Des fois, on le fait, puis ça peut être un petit peu ingrat parce qu'on ne voit pas nécessairement toute l'ampleur puis l'impact que ça a. Des fois, on voit beaucoup l'impact négatif parce que les gens, quand ils sont fâchés, ils vont le dire. Mais quand pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, des fois, c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile. Mais ça reste qu'on le fait vraiment par passion, puis on est content que cette passion-là puisse être partagée, puis qu'elle puisse être répandue à travers les vidéos qu'on fait, à travers le temps que l'on investit. Donc, merci vraiment, Jonathan. Je suis très, très, très reconnaissant, puis c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse dans mon coin neuf pour toi. Et parlant de générosité, j'aimerais aussi remercier Simon, qui est le cousin de Nancy. Donc, Simon, en fait, on s'est croisés vraiment, on s'est croisés par circonstance. Et j'ai appris qu'il faisait de la peinture. Donc, il a décidé de me peindre, en fait, 2 figurines de 2 jeux différents. Donc, je ne suis pas un grand fan de jeux de figurines, j'en ai pas beaucoup, mais ceux que j'ai, je les aime beaucoup. Puis, ça faisait un petit bout que je me disais, ce serait peut-être le fun, de peut-être peindre ces trucs-là, au lieu que ce soit Grima. Et, il a fait une job incroyable, insane. J'ai donné, en fait, la reine des extraterrestres dans le jeu Nemesis et un Oni, donc un démon dans Rising Sun. Le gars a mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire de quoi qui est réel, qui est concret. Là. C'est super beau. Il y a de la bave qui a été mise. Il y a tout le souci du détail par rapport à la couleur. Vraiment, là, on a cette ambiance-là qui est créée juste à partir de la peinture qu'il a faite. Et sinon, pour le Oni, j'ai demandé un peu de mettre des couleurs vivantes, puis c'est ça qu'il a fait. Donc là, il est reparti avec mon jeu, un de mes jeux pour le peindre au complet, mais donc je suis vraiment, vraiment content. Oui, ça va me coûter un petit montant, mais écoute, le prix que je paye pour la qualité de cet artiste-là est très, très peu payé. Donc, si ça vous intéresse, en fait, de faire peindre vos figurines, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Je pourrais, en fait, vous partager ces informations, là, du moins, s'il le veut bien, pour qu'il ait peut-être des contrats supplémentaires. On ne sait pas. Bref, on verra. Mais merci beaucoup, Simon. C'est super apprécié. Vraiment, là, tu as fait une job incroyable. Puis je te donne tous mes jeux, les yeux fermés. Là, puis je le sais que ça va être sublime, sans aucun doute. Maintenant que tout cela est dit, je vais maintenant vous partager en fait les différentes vidéos que j'ai produites dans le mois de mars. Alors la première, évidemment, c'est mon Quad 9 Vince du mois de février, où est-ce que je vous partageais un peu ma nouvelle Kallax. J'étais super content. Il était temps que ça change. J'ai fait aussi une critique de Baron Park, un superbe jeu de Polyomino qui commence à dater quand même, mais c'est un jeu qui est super simple à sortir. On peut le sortir avec n'importe qui, puis ça se passe super bien, puis les gens apprécient en général. On a fait l'épisode 2 du Je t'aime, moi non plus. Donc, je présentais 3 jeux que j'apprécie et que Nancy n'aime pas du tout. Donc, encore une fois, on a encore c'est ça. Là, vous irez voir si ça vous tente, mais on se tire la pipe beaucoup, puis on aime ça se taquiner. J'ai fait aussi une règle critique d'un jeu qui se nomme Matcha, qui est un petit jeu, en fait,
où est-ce qu'on doit servir le thé japonais et récupérer des éléments concernant celui-ci. Donc, c'est un petit jeu là, super simple qui se met dans un pack-sac et qui se sort très facilement. Puis c'est vraiment le fun, un beau mix entre hasard, stratégie et déduction un petit peu. Vous irez voir, j'ai commencé aussi mon top 100, donc j'ai produit mon introduction ainsi que la première portion, c'est-à-dire le numéro 100 à numéro 91. Donc j'ai très hâte de continuer à vous montrer le reste. Et encore là, je suis un petit peu dans ça me fait mal parce que je le sais que mon top 100 a déjà évolué, a déjà changé avec la compagnie Roland Spieler, comme je vous ai mentionné. Mais je veux rester fidèle à ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, c'est-à-dire me dire que ça a été fait le 19 février et je vais rester fidèle à cet engagement-là de ne pas le changer. J'ai fait aussi une règle critique de Fantasy Realms, qui est un petit jeu de cartes super intelligent, vraiment bien fait. Un jeu sublime que je vous encourage grandement à aller voir. Il y a d'ailleurs une extension qui s'en vient bientôt dans le mois d'avril et je vais faire une critique par rapport à celle-ci. On a publié aussi, Sylvain, JP et moi-même, notre top 10 de nos déceptions de 2020. Donc la vidéo dure longtemps, mais on a vraiment des bonnes discussions en fait sur différents sujets, là, notamment le matériel, l'appellation des jeux. Comment est-ce qu'on peut déterminer qu'un jeu est familial versus la simplicité d'un jeu, versus un jeu abstrait. Bref, donc si ça vous tente d'aller voir ça, là, on a vraiment une belle discussion. Vous n'êtes pas obligé d'écouter la vidéo au complet, mais bref, ça reste quand même intéressant. Et j'ai fait une vidéo là, au 1er avril qui s'appelle Une nouvelle direction pour l'école du jeu. Donc, c'était un poisson d'avril qu'on a fait moi et Nancy. Et on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. On s'est payé la traite, disons. On s'est dit le poisson d'avril, parfait. On a en dit des niaiseries. Let's go. Donc, si ça vous tente d'aller voir ça, vous allez, je pense pas mal sûr que vous allez rire. Hein? Si vous ne riez pas, vous me le direz dans les commentaires qu'on est plate. C'est correct. Mettez tout seul à penser ça. Pour ce qui est du mois d'avril, eh bien, tout d'abord, je prévoyais faire une critique Double Trouble, donc Double Trouble avec Sylvain par rapport à Super Skill Pinball 4Cade. Ça n'a pas été fait, donc on prévoit le faire d'ici très, très, très bientôt. Là, donc, on aimerait ça se rencontrer. Je vais continuer, évidemment, mon top 100. Je vais aussi produire une autre vidéo de Je t'aime, moi non plus, avec Nancy. Je veux vous présenter un petit jeu qui s'appelle Gutenberg, donc Letterpress en anglais, qui est un jeu très, très, très malin de mix entre draft et de composition de mots avec différentes lettres. Je vais vous faire une critique de Dinosaur Table Battle, ça c'est sûr certain que je fais ça. Et peut-être aussi vous partager en fait vous partagez aussi une vidéo sur Tom Russell en tant qu'auteur, mais aussi en tant que propriétaire de Roland Spieler. Vous parlez un peu de la compagnie, de leur mentalité, puis ça par rapport au jeu en général. Bref, si ça vous tente, en fait, ça va dépendre. Là. On va voir si je produis ça ou non, mais je l'ai en tête. Ça mûrit tranquillement. Et finalement, je vais vous faire une critique avec Nancy sur Donjon Dragon, Dungeon of the Mad Mage. Où est-ce qu'on va vraiment vous partager un peu nos impressions par rapport à ce jeu-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Pour qui c'est fait? Pour qui c'est pas fait? Qu'est-ce qu'on a apprécié? Qu'est-ce qu'on a déprécié? Bref, vous allez voir ça très bientôt sur la chaîne. C'est ce qui conclut en fait mon Quad 9. C'est long, je le sais, je m'excuse. Mais bref, j'avais beaucoup de choses à vous dire, puis je tenais vraiment à tout dire ça. Même si des fois, je me répète, puis que, c'est ça. OK, je vais arrêter de parler. Bon, c'est beau. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Écoutez, allez voir notre campagne Patreon si ça vous intéresse. On apprécie beaucoup. Et vous allez avoir un peu l'envers de nos vies personnelles, mais aussi qu'est-ce qui se passe at large. Là, donc, comment est-ce que vous pouvez participer à l'école du jeu de façon concrète. Sinon, allez liker notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez laisser un petit thumbs up pour cette vidéo-là si vous appréciez. De laisser un commentaire, c'est toujours apprécié aussi. On va vous répondre, c'est sûr et certain, à moins que ce soit pour dire des niaiseries et un manque de respect. Là, non, pas du tout. Puis sinon, de nous suivre sur Instagram. On publie des photos de différents jeux. Puis merci beaucoup, encore une fois, de nous écouter. C'est super apprécié. Et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.